Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Converteo au sujet de la BI, des nouveaux paradigmes de cette BI. Je vous propose d'attendre 2-3 minutes que les derniers retardataires se connectent avant qu'on se présente et qu'on démarre ce webinaire. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va pouvoir commencer. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter tous la bienvenue à ceux qui sont déjà là. Et je me présente, David Guédé, je suis principal chez Converteo, je m'occupe de la partie Data IA et Ops. Et donc, je suis ravi d'organiser ce webinaire avec Hamza et Julie. Je vous laisse vous présenter. Hamza. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Hamza Senoussi, manager cloud et Converteo. Je m'occupe de cadrer et d'implémenter des projets data IA at scale chez les clients et également je lead l'offre BI Next chez Converteo. Julie. Merci, bonjour. Julia Lotalotskis. Moi, pour ma part, je suis manager data gouvernance, donc j'accompagne les organisations pour s'assurer d'avoir le bon cadre et les bonnes organisations au niveau de comment vous travaillez avec vos données. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a prévu un petit quart d'heure à la fin pour essayer d'y répondre. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on se fera un plaisir d'y répondre et de vous envoyer les réponses dans un document après. Alors la BI, c'est une technologie qui évolue énormément depuis le début. On considère qu'on est déjà à la troisième vague de la BI. La première vague étant vraiment les premiers outils qui étaient gérés uniquement par la DSI et les équipes data et IT qui étaient en charge de créer des dashboards pour les équipes métiers. Il y avait un vrai goulet d'étranglement parce que les équipes métiers ne recevaient pas les chiffres suffisamment rapidement, ainsi de suite. Ensuite, il y a eu une deuxième vague de la BI qui a laissé plus libre cours aux équipes pour aller créer leur propre dashboard avec des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Ça a permis d'en créer beaucoup, des nouveaux. Et pourtant, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres-là, il y a encore beaucoup d'études qui démontrent que ces projets ne sont pas des francs succès. 85% des projets BI qui échouent à atteindre leur objectif, selon l'étude de Gartner. 70% des employés qui n'ont pas accès aux données, selon Forrester. Donc ça montre que la BI, bien qu'elle soit très importante et omniprésente dans toutes les entreprises, n'a pas encore atteint un niveau de maturité qui est suffisamment fort pour que ce soit réellement exploitable et que ces outils soient réellement que ces outils aident réellement les décideurs à prendre de vraies décisions à partir des données. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de la BI, c'est ce que nous on a appelé la BI Next Gen, c'est cette troisième vague qui va, on le pense, en tout cas fortement améliorer ses taux de réussite. Donc on va passer, on a quelques questions. Moi, je vais orchestrer les questions et Hamza et Julie vont pouvoir donner chacun leur vision et leur réponse à ces questions avec un angle plus tech et un angle plus gouvernance.
Vous pourrez retrouver tous ces éléments dans un livre blanc qu'on a écrit et qu'on a publié, qui est disponible dès aujourd'hui, et vous verrez sur la dernière slide un QR code pour aller le télécharger. Mais on est ravis de décrypter ce livre blanc pour vous en live. Et donc je vais entamer avec la première question. De la BI traditionnelle à la BI next-gen, quels sont les impacts? Hamza, je te laisse la main. Déjà pour apprécier... Ouais, merci. Déjà pour apprécier cette révolution, comprenons d'où nous venons. La BI traditionnelle dont l'intention était noble, c'est une intention de transformer les données en décisions, repose sur des fondations qui montrent aujourd'hui leurs limites. Les pipelines ETL et ELT, ils sont rigides. Le data warehouse centralisé, mais parfois lent. Le reporting standardisé, mais peu flexible. Et les KPI prédéfinis, mais difficiles à adapter. Cette architecture, souvent monolithique et séquentielle, engendre des frustrations bien connues, comme des cycles de développement qui sont interminables, également une faible agilité face à des nouveaux besoins, des dépendances fortes aux équipes IT qui deviennent des goulots d'entranglement, et également des données qui sont cloisonnées, empêchant d'avoir une vision 360. C'est cet héritage aujourd'hui qui freine des nombreuses organisations pour créer leurs projets, pour avancer avec les nouvelles innovations qu'on voit dans le marché, et également qui nous empêche d'aller à la suite, qui est l'utilisation parfois de l'IA pour communiquer avec la donnée, la création d'agents pour utiliser cette donnée-là de la BI et aider les organisations à prendre des décisions. Je ne sais pas si... Ouais, merci. La BI Next-Gen n'est pas une simple mise à jour. C'est une refonte philosophique qui répond directement aux limitations précédentes avec plusieurs aspects et plusieurs piliers. On parle premièrement d'une couche sémantique qui devient le cerveau de la BI et qui unifie les définitions, garantit la cohérence et centralise la gouvernance de la donnée pour que tout le monde parle le même langage. On a également le Self-Service Analytics qui libère les utilisateurs métiers en leur donnant une autonomie pour explorer la donnée et l'analyser sans attendre d'autres départements pour répondre à ce besoin. Et également la gouvernance qui est automatisée et intègre la confiance, la qualité, la sécurité et la traçabilité de la donnée et une collaboration augmentée qu'on peut voir aujourd'hui avec des outils de l'IA, des agents, et qui transforme l'analyse d'une activité qui est solitaire à une intelligence qui est collective, où les insights sont partagés et enrichis. Notre key takeaway est crucial, c'est la couche sémantique qui devient fondamentale et qui devient également un socle sur lequel repose la confiance, l'agilité et la démocratisation de la donnée. Elle permet de réduire drastiquement le temps de développement et d'accélérer l'adoption par les utilisateurs, car ils ont enfin une confiance et également ils peuvent éradiquer l'incohérence coûteuse des données. Julie, est-ce qu'on peut parler un peu des piliers de gouvernance qui vont nous permettre d'aller vers ce sens? Bien sûr. Donc, je pense que vous avez compris, parce qu'Hamza a présenté, au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'automatisation. Ça devient vraiment la norme. Et de ce fait, la gouvernance, elle doit devenir aussi plus intelligente, plus adaptive, mais aussi maintenir un équilibre entre contrôle et flexibilité. Je pense que ces trois piliers ne vous surprennent pas. Ce sont les piliers fondamentaux de la gouvernance qui doivent réussir à exister en harmonie. La qualité et la fiabilité, la sécurité et la conformité, l'accessibilité et la démocratisation. Mais l'enjeu d'aujourd'hui, c'est plus de juste mettre ces piliers en place, mais vraiment en fait trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre l'automatisation et la supervision humaine, entre le contrôle et l'agilité, entre la standardisation et la personnalisation, et la protection et l'accessibilité. Donc si on arrive vraiment à avoir cette approche équilibrée, c'est là où on va pouvoir avoir un vrai catalyseur de votre BI, un vrai accélérateur de votre transformation. Donc aujourd'hui, la clé du succès, elle réside vraiment dans votre capacité à pouvoir orchestrer ces trois piliers de manière harmonieuse, où vous pouvez tirer parti des technologies d'automatisation qu'on va voir un peu plus tard, mais aussi conserver en fait l'expertise humaine là où elle va vraiment créer de la valeur.
Et je pense qu'un concept important sur lequel on ne pouvait ne pas parler, c'est vraiment les produits. Au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment une transformation, une approche par domaine et produit. Donc, qu'est-ce qu'un produit data? Aujourd'hui, on va parler plus d'un dashboard ou d'une solution analytique complète. On pourrait aussi dire un produit IA, mais c'est pas seulement en fait l'utilisateur, l'interface finale, mais aussi c'est tout l'écosystème de données qui soutient ce produit. Et du coup, dans un contexte produit, c'est vraiment la gouvernance, elle peut vous aider à prendre une dimension particulière, elle devient vraiment un enabler de la réussite de ces produits. Donc, grâce à la gouvernance, on peut accélérer le time to market de ces produits. Donc, pourquoi? On arrive à avoir une standardisation des processus de développement, une automatisation des contrôles, ou même en fait réutiliser les composants data qu'on a certifiés auparavant. La gouvernance, elle permet aussi d'avoir une gestion proactive des risques. Donc avoir en amont et de façon automatisée, identifier les données sensibles. Cette traçabilité native des données permet aussi de suivre tout au long de la chaîne de valeur les données. Et enfin, un dernier point important clé dans la BI Next Gen, c'est la conformité par design. Donc vraiment où la conformité arrive dans la construction du produit. Et enfin, le dernier aspect que la gouvernance soutient, c'est vraiment l'excellence opérationnelle. Donc là, on va parler plus de tout ce qui est harmonisation des définitions de métiers, avoir des métriques standardisées. Donc là, ça a un lien assez logique avec la couche sémantique. Donc, en conclusion, ce que je voulais montrer, c'est vraiment que la gouvernance des données, c'est un levier stratégique. C'est vraiment un enabler qui vient soutenir toutes vos cas d'usage BI et vos cas d'usage BI Next Gen. Ok, donc si je résume, aujourd'hui, on est dans une ère où la technologie permet le meilleur de la première vague qui était très rigoureuse dans sa définition de KPI et de données, avec la flexibilité de cette deuxième vague de la BI. Et d'un point de vue gouvernance, on est suffisamment mature pour avoir des vrais frameworks et des vrais piliers sur lesquels s'appuyer pour en faire des réussites et avoir des projets qui peuvent se délivrer de manière rapide et efficace pour avoir des vrais insights qu'on peut tirer de ces dashboards. Exactement. Et gouvernance automatisée maintenant. Et tout à fait. Et comment ça se traduit dans la chaîne de valeur de la gouvernance et d'un point de vue technique, évidemment? Bien sûr. Alors, la chaîne de valeur, je pense qu'on sait tous, le fondement, c'est vraiment la qualité de nos données. Avoir des données fiables, de qualité dans laquelle on peut avoir confiance, c'est la réussite de nos cas d'usage BI ou IA. Au-dessus de ça, on a le catalogue de la donnée. Donc, le catalogue de la donnée, c'est vraiment le point central de vos connaissances, c'est au service de la découverte de votre patrimoine de données. Donc, ça permet aux personnes de pouvoir à vos employés, vos métiers, de pouvoir savoir quelles données vous avez au sein de votre patrimoine grâce à la documentation, grâce au lignage, aux métadonnées que vous pouvez enrichir. Au-dessus de ça, on voit le concept de la data marketplace gagner de plus en plus de place parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'accélérer la valeur et c'est un lien très fort avec les produits. En fait, vous pouvez voir votre data marketplace comme vraiment le e-commerce de vos produits de données de qualité, de confiance et prêt à l'emploi. Donc, j'arrive, je mets mon produit dans mon petit panier et voilà, je peux m'en servir. À l'intérieur de ça, il y aura toutes mes métadonnées, les processus d'accès auront été automatisés, donc je n'aurai accès que aux produits auxquels j'ai le droit d'avoir accès et je peux réutiliser certaines des ressources. Le dernier, et ce qu'on voit en fait, l'évolution d'aujourd'hui, c'est vraiment plus l'analytics gouvernance. Donc, c'est une évolution naturelle de la gouvernance de la donnée. Je voulais faire un petit zoom in parce que je trouve ça très intéressant. C'est vraiment en fait, au jour d'aujourd'hui, on a vu que le self-service non contrôlé, ça peut créer un chaos un peu total où les organisations ont cette sensation de perdre le contrôle. Donc, vraiment avoir une gouvernance de l'analytique peut aider à reprendre ce sentiment de contrôle et un petit peu rationaliser aussi l'explosion des tableaux de bord dans vos organisations. Donc, au niveau de l'analytics gouvernance, c'est pas
très différent de la gouvernance de données. On part plus au niveau de l'analytique. Et là, on aura donc tout ce qui est standardisation des KPI, donc avoir des définitions qui sont uniformes à travers votre organisation. La traçabilité des décisions aussi, parce qu'en fait, on va avoir des données qui vont permettre de prendre des décisions et on va pouvoir tracer d'où ces décisions ont été prises. Un point important, c'est aussi au niveau de la certification. Donc en fait, avoir des données à disposition de vos équipes qui sont garanties de qualité et fiables. Et enfin, au niveau de la cohérence des analyses, ça va être vraiment avoir des cadres et des pratiques qui permettent d'homogénéiser les rapports et les analyses au sein de votre organisation. Et pour revenir du coup sur la chaîne de valeur, je pense qu'un point important à savoir, c'est que tous ces points sont indispensables, ils peuvent travailler ensemble, mais vraiment là où vous allez gagner le plus de valeur, c'est dans son orchestration. Donc au niveau d'automatisation des flux de données, de tracer la donnée tout le long de la chaîne de valeur, et aussi au niveau de la synchronisation des données. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau d'un point technique, Hamza? Déjà, merci Julie pour cette image complète des fondements de data governance et analytics governance qui nous permettent de franchir ce pas. Mais pour concrétiser cette vision, une architecture de référence modulaire et évolutive s'impose. Voyons ces couches principales comme un flux de valeurs. Le point de départ, il reste le même. Donc, on a une couche data avec un objectif d'unifier les données avec une single source of truth qui consolide soit parfois des données ERP, des données CRM, des données qui peuvent venir de l'IoT dans des contextes industriels, des données qui peuvent venir également d'API externes, qui nous permettent d'avoir une vue complète de l'écosystème data. Et après, on a une couche sémantique, et c'est ici que la donnée brute prend du sens métier. Donc, on a la logique métier unifiée, la gouvernance automatisée qui est intégrée. On peut avoir une gestion dynamique des métadonnées et également consolider la sécurité des données. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur des couches sémantiques, on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle du user attribute, qui nous permettent de donner des attributs aux différents utilisateurs qui vont leur permettre d'accéder à la donnée avec des granularités qui sont assez fines. Si je prends l'exemple de deux magasins qui sont dans deux régions différentes et qui doivent accéder à une donnée sur leur performance commerciale, parfois on souhaite quand même isoler cette vision d'un magasin à l'autre ou bien d'une région à l'autre. Et aujourd'hui, cette couche sémantique avec des user attributes qui sont assez simples à implémenter nous permet d'isoler cette donnée-là et également implémenter ce qu'on appelle dans les contextes BI qu'on voyait avant, la row level security. Donc, c'est une couche de contextualisation de la donnée. On donne un contexte business et également on crée une confiance d'accès à la donnée. Après, vient une couche intelligente qui permet d'augmenter la compréhension utilisateur. Et c'est là où on va implémenter tout ce qui est IA conversationnel. On va également implémenter de la génération automatique des insights. On va ajouter de la capacité prédictive. Et également, on va optimiser l'intelligence des requêtes. Donc, c'est là où on va mettre de l'IA au service de l'analyse. Avant, on voyait des IA conversationnelles qui nous permettent de poser une question. Par exemple, donne-moi un chiffre d'affaires sur une période définie. Donc là, on a une requête assez simple et la réponse, elle va être descriptive de ce qu'on avait en termes de chiffre d'affaires. Mais demain, on voit également que les entités et les métiers, ils sont plus demandeurs d'explications. Donc, pourquoi un chiffre d'affaires, il a baissé dans une période définie. Et également, on part à la prédiction. Peut-être quel sera le chiffre d'affaires dans la prochaine période en prenant en compte tous les paramètres que j'ai dans le passé, mais également les paramètres qui peuvent venir après. Donc là, quand on a une couche sémantique, on comprend le contexte business, on ajoute les paramètres de la requête de l'utilisateur. Parfois, on a des paramètres de temps, on a des paramètres événementiels et également on a des paramètres business. Et ça nous permet d'aller plus loin au sens de prédiction. Et ensuite, vers la fin, on a une couche d'expérience. C'est là le single pane of glass qui nous permet d'ajouter de l'adoption à la donnée et de passer à l'action. Et c'est là où on va ajouter du self-service analytics. On va également ajouter de l'analytics embarqué ou bien ce qu'on appelle de embedded analytics, qui est utilisé dans des contextes de monétisation. Et également, on va monétiser cette donnée-là pour la rendre comme un actif.
Donc, au lieu d'avoir de la data qui réside dans l'entreprise et qu'on stocke sans la partager avec des utilisateurs ou bien sans la partager avec parfois des entités ou bien des clients qui sont demandeurs de ces données-là, aujourd'hui, on a un framework, on a une confiance pour partager ces données-là, également pour la monétiser. Le tout est irrigué par des capacités qui sont transverses et fondamentales. Donc là, on a parlé de l'IA augmentée. On parle parfois aussi de traitement en temps réel. On parle de la gouvernance native et penser avec une logique de data as a product. Donc, au final, on livre la donnée et on partage la donnée comme un produit. Merci beaucoup à vous deux. Moi, je pense que c'est assez clair sur la chaîne de valeur. On voit bien cette chaîne de valeur qui évolue et qui est de plus en plus précise. Julie, tu parlais de data catalogue, de marketplace. Hamza, tu parles de cette organisation en couches pour aller préparer la donnée et la mettre à disposition, de ces outils dont a parlé Julie. Il y a quelque chose qui me semble assez fondamental, c'est sur l'évolution de cette couche sémantique, sur laquelle à peu près tout repose. Et du coup, au niveau de la cohérence des données, quelle est l'évolution de cette couche sémantique ? Alors, nous avons beaucoup parlé de couche sémantique en étant une entité centrale. Donc, le contraste, il est saisissant entre ce qu'on avait comme approche traditionnelle et ce qu'on a comme aujourd'hui une approche moderne. Dans l'approche traditionnelle, on souffrait souvent de définitions métiers qui sont éparpillées dans des documents ou bien dans du code, également des silos départementaux. Un chiffre d'affaires défini dans un département supply chain n'est pas le même qui est défini dans un département marketing et ainsi de suite. Et également une gouvernance qui est manuelle et lourde, qui n'est pas aussi réactive. Donc le résultat, on voit des pertes de temps qui sont immenses en réconciliation. On voit des allers-retours entre les métiers et les gens qui ont défini ces data marts ou bien des datasets qui sont destinés à l'utilisation, et également un manque de cohérence qui est chronique. La nouvelle approche, elle changera radicalement la donne. Donc, on a un catalogue qui est unifié et collaboratif, qui devient aussi un référentiel unique et vivant dans l'entreprise. Les métadonnées, elles deviennent actives et intelligentes. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de la donnée, mais également on parle de cette métadonnée qui va pousser la connaissance de ce qu'on a comme patrimoine au sein de l'entreprise. Et cette métadonnée, elle se met à jour automatiquement en propageant le contexte. On parle également de la gouvernance automatisée qui va être intégrée aux différents flux et de la traçabilité qui devient native, permettant de remonter à la source facilement avec des logiques de linéage. Et c'est là où on va commencer à remarquer des bénéfices qui sont tangibles, soit au niveau de la cohérence qui est enfin atteinte au niveau de la compréhension de la donnée, soit au niveau de la réutilisation massive des définitions qui vont être fiables, et également une chute qui est drastique des erreurs d'interprétation sur la donnée et qui libère énormément du temps pour l'analyse et la valeur ajoutée. Donc on passe de entités métiers qui vont perdre beaucoup de temps à se poser la question sur la donnée, d'où elle vient, est-ce qu'elle est de qualité, à des entités qui vont aller exploiter ces données-là, analyser et en sortir des insights. Souvent, en travaillant sur des projets BI, c'est le constat que j'ai fait à plusieurs reprises. Lorsqu'on a une BI qui ne repose pas sur des fondements qui sont assez solides, la plupart du temps, les utilisateurs finaux qui vont être soit au niveau des départements marketing, supply chain, contrôle de gestion, ils vont passer beaucoup de temps à nettoyer la donnée, à la préparer pour leur réunion. Ils vont passer moins de temps à ajouter leur insight et également à l'analyser. Au final, on n'a pas un contrôle de qualité. On n'a pas également une vision humaine sur les paramètres qui ont engendré des évolutions sur la donnée ou bien des variations au niveau de la donnée. Alors que demain, si on est sur une couche sémantique qui permet d'avoir une vision consolidée des définitions métiers, qui permet de gagner de la confiance au niveau de la data, également des métadonnées qui vont enrichir cette donnée-là, on arrive à un temps de délivrer qui est assez rapide. Et également, les utilisateurs finaux, ils vont avoir confiance à la donnée, ils vont rapidement l'utiliser, ils vont rapidement l'analyser et également sortir des insights qui vont être intéressants. Merci Hamza.
Donc, effectivement, on voit qu'il y a une évolution sur cette couche sémantique, et puis de plus en plus, cette couche sémantique, elle se déporte. Avant, elle était portée fortement par les outils de BI. On voit aussi qu'elle se déporte côté Data Warehouse, exactement pour être unifiée, collaborative, intelligente, automatisée, avec une gouvernance automatisée. Donc ça, je pense que c'est très clair. Il y a une très forte évolution sur cette partie-là. Et du coup, Julie, est-ce que ça change au niveau des métiers? Est-ce que ça a un impact? En effet, je pense que Hamza, si vous ne l'avez pas encore compris, a déjà présenté beaucoup des avantages en fait d'avoir ces outils. Et moi, je rajoute aussi le catalogue et la marketplace en fait qui viennent complémenter la couche sémantique, et ce qui permet en fait à vos équipes métiers de vraiment avoir une facilitation de leur accès aux données, donc avoir un accès plus direct et simplifié. Ils vont passer moins de temps à chercher l'information nécessaire et pourront consacrer ce temps plus à l'analyse et la prise de décision. Au niveau de la prise de décision, elle devrait être améliorée parce que ce seront des décisions qui seront basées sur des KPI uniformes, des informations qui sont plus fiables et cohérentes dans le sens où elles ont été certifiées de qualité et de confiance. Donc, ils pourront vraiment prendre ces décisions de façon plus rapide. Il y aura aussi un empowerment des citizen analysts, donc vraiment en fait tous les métiers, toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'analyse des données au cœur de leur métier vont pouvoir reprendre la main sur leurs données, se réapproprier leurs données et le faire de façon plus autonome. Donc il y aura moins de dépendance par rapport aux équipes IT et data. Ils vont pouvoir eux-mêmes commencer à aller creuser davantage et voilà, pouvoir analyser leurs données. Il y aura aussi une réduction des risques dans le sens où si les métiers ont une plus grande confiance dans l'exactitude et la légalité de leurs données qu'ils utilisent, ils vont pouvoir vraiment se baser sur ces données pour prendre des décisions. Et du coup, on va pouvoir, à travers cette meilleure traçabilité et conformité des données, réduire en fait le risque des erreurs liées aux erreurs de données et aux utilisations non conformes. Et enfin, je pense que le dernier avantage pour toute organisation, ça va vraiment de pouvoir devenir plus data-driven, donc vraiment réaliser cette ambition, cette stratégie que beaucoup d'organisations ont, où les métiers vont être plus proactifs dans leur utilisation de la donnée, parce qu'elle sera plus simple d'utilisation. On peut leur donner et diffuser des bonnes pratiques, on peut les former comment les utiliser, et ils vont pouvoir vraiment les avoir dans leur adoption de toute leur stratégie. Merci. Du coup, bon, on est beaucoup à avoir vécu des projets de migration BI au cours de notre vie. Dans ces projets, moi, ça m'est déjà arrivé de voir 300, 400, 800 dashboards qui sont en production et qui ont été créés par divers utilisateurs et des dashboards qui sont plus ou moins utilisés. De ce que je comprends dans cette BI Next Gen, on laisse cette capacité d'aller explorer soi-même sa donnée et en fait, on facilite la compréhension de ces données. Et du coup, ma question, Julie, c'est comment rationaliser efficacement la création de ces dashboards au sein de l'organisation pour ne pas se retrouver avec une multitude de explosion. dashboards. Exactement. En effet, et là, ça sera l'objectif, ça sera de vraiment trouver l'équilibre entre un contrôle un peu plus centralisé et une gouvernance qui est souple, qui permette l'innovation, l'exploration et l'appropriation des données par les métiers. Donc il y a plusieurs petits tips qu'on peut vous donner. Donc le premier, ça serait plus au niveau de la gestion centralisée des dashboards stratégiques, donc par un référentiel central de tous ces dashboards qui ont un impact fort, donc que ça soit au niveau du pilotage, de suivi des KPI clés, du reporting légal, financier, et que afin de pouvoir valider et publier ces dashboards, qu'il y ait des processus définis. Cela permettra de vraiment pouvoir garantir leur qualité, leur fiabilité et surtout leur alignement avec les objectifs business. Donc vraiment s'assurer que l'utilisation de dashboards ou cette création de dashboard est alignée avec vos objectifs business. Et enfin, le dernier aspect de cette partie-là, c'est vraiment avoir des responsables. Ça, c'est toute partie de gouvernance. Qui est responsable de quoi? Donc, est-ce que c'est le data product owner? Est-ce que le data steward est responsable de ce dashboard? Donc, ils vont pouvoir être amenés à superviser l'évolution, la maintenance et s'assurer de la qualité et de la conformité de ces dashboards. Le deuxième aspect, pardon David, tu avais.
Non, non, vas-y Julie, désolé. Du coup, donc ça, ce sera vraiment plus pour tout ce qui est un peu plus dashboard stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire? Oui, mais tous les dashboards ne sont pas tout le temps stratégiques. Il y en a d'autres qui sont plus à productivité personnelle ou d'équipe. Donc là, ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Est-ce que on peut avoir un catalogue des dashboards qui permettent en fait de découvrir ce qui existe déjà et éviter de dupliquer ou de recréer quelque chose de ressources déjà existantes? Ça permettrait aussi d'assurer la transparence, donc sur le pourquoi de ce dashboard, la source des données à l'intérieur et le propriétaire, afin de pouvoir contacter, poser des questions. Et enfin, le dernier aspect, ça serait d'avoir des indicateurs de suivi de l'utilisation. Je sais, ça paraît simple comme ça, mais ça permet vraiment de mettre en avant les dashboards qui sont obsolètes ou redondants et vous permettre à vous de rationaliser les dashboards. Un autre aspect, ça va être vraiment en fait, pour tout ce qui est self-service, de pouvoir avoir, un cadre, des guides, des templates. Donc, fournir des guidelines clairs sur, la structuration des données, le choix des visualisations, la documentation. Si vous avez des outils de BI, proposer des templates, avoir des jeux de données qui sont validés et certifiés que l'on peut utiliser. Et enfin, bien s'assurer de former vos équipes et de diffuser les bonnes pratiques. Pour diffuser les bonnes pratiques, vous pouvez mettre en place des communautés qui permettront aux personnes de pouvoir se rencontrer et discuter ensemble. Et le dernier aspect pour trouver cet équilibre, ça va être le contrôle. Voilà, on ne peut pas faire sans, mais au niveau de l'audit, avoir des audits réguliers pour garantir leur utilisation, leur alignement stratégique aussi avec le business et pouvoir les faire évoluer au besoin ou les archiver. Merci Julie. Quand même, au début de cette slide-là, tu as parlé de plusieurs profils. Tu as parlé de data product owner, de data steward. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, puisque je pense que ça a un impact organisationnel au niveau des équipes? Exactement. Donc, on voit apparaître dans le contexte de la BI Next Gen, mais aussi dans le contexte de cette transformation de gouvernance, des nouveaux rôles. L'un d'entre eux ne vous surprendra sûrement pas, c'est le Data Product Owner. Donc, si nous avons des Data Products, il nous faut un responsable de ces produits qui sera en charge de garantir qu'ils répondent aux besoins business et qu'ils répondent aux différentes pratiques et cadres de gouvernance que vous avez en place, notamment au niveau de la qualité de la donnée, de la conformité de la donnée. Cette personne, ce rôle est amené à travailler main en main avec le data steward que je vais présenter dans un instant et l'IT ou l'équipe data. Donc le data steward, c'est un des rôles clés de la gouvernance. C'est vraiment celui qui, au quotidien, de façon opérationnelle, suit la qualité de la donnée. Donc, on peut l'appeler un petit peu le gardien de cette donnée. Donc, cette personne va définir et applique les standards de qualité de la donnée, remplit les métadonnées, documente les données pour s'assurer qu'elles soient utilisables dans les différents produits de la meilleure façon. Et enfin, un des rôles qu'on voit apparaître dans les organisations, c'est vraiment au niveau du BI analyst. Donc, le rôle de cette personne, ça va être de pouvoir accélérer l'adoption des solutions qu'Hamza va présenter et accompagner en fait toutes les équipes dans leur utilisation, comment le faire au quotidien, comment ça s'intègre dans leurs tâches et dans leurs équipes au jour d'aujourd'hui. Ok, donc on a parlé de 3 rôles pour des collègues qui seraient data product owner, data steward, BI analyst. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre typologie de collègues dans cette ère très transformative de l'IA agentique avec des agents qui feraient entièrement partie de cette équipe? Hamza? C'est bien qu'on en a parlé des différents rôles et c'est bien que tu l'as évoqué, David. Évidemment, il faut penser aux agents IA qu'on voit aujourd'hui partout comme des collaborateurs virtuels qui sont hyper spécialisés dans la data. Ils vont travailler en synergie avec ces différents rôles qu'on a vus avant pour augmenter les capacités humaines, mais également ils vont former une chaîne de valeur qui est intelligente au service de l'utilisateur. On va donner un exemple avec une succession d'actions qui vont se passer, également une succession d'agents qui vont permettre de répondre à une question d'un utilisateur en métier, où le sujet commence toujours par
la question à poser. Donc, un utilisateur qui va arriver dans n'importe quelle solution BI, qui va vouloir répondre à une question, il va formuler sa question en langage naturel. Là, on a donné un exemple sur un utilisateur marketing qui se pose la question sur comment évoluent les ventes sur un segment premium. Donc là, la demande elle va être directement formulée à un intent agent qui va comprendre cette question et qui va décoder l'intention de l'utilisateur. Il va identifier les métriques qui ont été mentionnées, notamment là, on parlait de vente ou bien de performance commerciale, et il va filtrer sur un segment, qui est un segment premium, qui est également formulé dans la requête au langage naturel. Il faut également ajouter une dimension temporelle qui va être implicite dans cette question-là, ou bien parfois être comprise de la question de l'utilisateur directement. Et la question, elle passe après au context agent qui va enrichir cette requête. Donc là, il va savoir que peut-être qu'une campagne marketing ciblait ce segment ou qu'un nouveau produit a été lancé qui cible ce segment premium et ajoute le contexte qui est pertinent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de couche sémantique et cette couche sémantique-là, elle permet d'ajouter ces contextes assez rapidement que l'on a avant sur des data marts classiques. Il faut savoir également, lorsqu'on pose une question au langage naturel, dans des écosystèmes classiques, il y a du NL to SQL qui permet de transformer cette requête en langage naturel à une requête SQL qui va être formulée directement au data mart. Et je ne sais pas si vous avez déjà testé des outils d'IA conversationnelle avec des plateformes BI. Lorsqu'on pose souvent des questions assez simples, ça permet de répondre assez rapidement avec des réponses qui sont cohérentes. Mais parfois, lorsqu'on pose des questions qui sont assez complexes, qui nécessitent d'ajouter beaucoup plus de contexte, qui nécessitent d'ajouter beaucoup plus de filtres, et parfois aller chercher de la donnée dans plusieurs sources de données et les combinant ensemble, dans un data mart classique, ça va se traduire dans une requête SQL qui est assez complexe, avec beaucoup de jointures, alors que lorsqu'on part sur une couche sémantique, la requête elle va parler un langage business que la couche comprend déjà, et va permettre de répondre avec des réponses qui sont cohérentes. Donc c'est là où on parle encore d'un query agent qui va optimiser l'accès aux données. Il va choisir les différentes sources les plus rapides et les plus fiables. Il va également aller chercher les bonnes dimensions, les bonnes mesures dans la couche sémantique. Et il va aussi ajouter de l'optimisation en ajoutant du cache. Ça veut dire que si une requête a été déjà posée par un autre utilisateur, on va directement aller chercher dans le cache sans refaire la question. Il va paralléliser également les calculs pour avoir une réponse rapide. Et ça, c'est un point qu'on exige souvent dans les BI, c'est le temps de réponse. Il faut que la réponse soit rapide et permet aux utilisateurs finaux de prendre une décision assez rapidement. Et également, ça prend en considération toutes les complexités de la question pour répondre à la question de l'utilisateur. Demain, on va également voir aussi d'autres sujets de mémoire. Ça veut dire que lorsqu'on commence à poser plusieurs questions à l'agent, il faut également qu'il ait une mémoire pour prendre en considération toutes les questions qui ont été déjà posées avant, prendre en contexte également parfois mon poste et ce que je fais, mon métier, et me répondre avec des réponses qui sont pertinentes parce que, comme on l'a dit avant, lorsqu'on pose la question sur un chiffre d'affaires, la définition n'est pas la même entre les différents métiers. Alors, lorsque mon agent il a une mémoire, il va savoir d'où je viens, quelles sont mes intentions, et également me répondre avec une réponse qui est correcte et cohérente. Et au final, on va avoir l'insight agent qui va aller plus loin que un chiffre brut ou bien une réponse brute. Il va détecter des anomalies dans ma data, soit parfois des croissances ou bien des décroissances fortes. Il va identifier les facteurs clés qui sont tirés par exemple, lorsqu'on a posé la question sur le segment premium, on a par exemple une gamme luxe qu'on expose et donc là, il va le comprendre assez rapidement. Et peut même parfois suggérer des actions. Donc, on va au-delà du descriptif, à l'explicatif et également au suggestif qui va proposer des actions pour analyser la marge de cette nouvelle gamme. Le résultat final n'est pas qu'une simple réponse et également on comprend que les utilisateurs finaux ils n'attendent pas juste un chiffre. Parfois, ils attendent des explications, ils attendent des insights et ils attendent également des visualisations. Donc là, on va au-delà des chiffres à des décisions qui sont augmentées avec de l'information contextualisée
expliquées et potentiellement accompagnées de recommandations livrées bien plus vite avec plus de profondeur qu'un humain, et également une intelligence artificielle qui va toujours rester au service de l'intelligence humaine. Merci. Alors, juste avant de passer la main aux questions, si je dois résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, Julie et Hamza, surtout n'hésitez pas à rebondir sur ma conclusion, mais de ce que je comprends, en fait, on est à une ère où aujourd'hui, la technologie a fait beaucoup d'avancées. La technologie nous permet de faire une couche sémantique au niveau de son data warehouse avec une vraie sémantisation de cette donnée qui permet de l'exposer dans des catalogues via des marketplaces pour que les utilisateurs finaux puissent exploiter cette donnée au mieux dans un vrai cadre de gouvernance pour aller ne pas créer des dashboards par milliers au sein de l'entreprise et rester vraiment sur des KPI, sur des métriques et des dimensions qui sont en tout cas de bonne qualité, notamment assurées par cette couche de sémantique. Et puis on a des rôles qui émergent pour assurer cette gouvernance. On l'a vu, on a des data product owners, on a des data stewards et des BI analystes. Et puis on a aussi des nouveaux collègues qui sont eux plus IA et qui sont vraiment des agents avec lesquels qui nous permettent de dialoguer et de mieux comprendre cette donnée. Si on extrapole, ça veut dire que demain, en fait, on pourrait presque aller un cran plus loin et se dire qu'on pourrait s'affranchir en fait de cette interface, de ces dashboards, et qu'en fait, on communiquerait directement avec cette donnée, et c'est ça qui nous permettrait d'avoir nos insights et avoir même un agent qui va regarder notre donnée toutes les semaines, tous les mois en fonction de nos besoins, et de nous remonter directement les insights. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Je vois grandement l'évolution. Et moi qui fais de la BI depuis plus de 15 ans, c'est des choses, il y a 15 ans, on en rêvait, et c'est des choses aujourd'hui qui sont accessibles. Donc je serais ravi avec ceux que ça intéresse de partager sur comment on y va concrètement, quelles sont les grandes étapes, combien de temps ça prend. Mais avant ça, je vais prendre les questions. Donc on a une première question. Tout à l'heure, on a parlé d'optimisation des requêtes. Julie, Hamza, est-ce que vous pourrez nous en dire un petit peu plus de ces optimisations de requêtes dans la couche intelligence? Bien sûr. Déjà, merci et excellente question, Isabelle. L'optimisation des requêtes dans la couche intelligente va plus loin que l'optimisation technique et classique qu'on trouvait au niveau des bases de données. Alors, avant, on avait des optimisations qui vont dépendre du modèle de données, qui vont dépendre également de ce qu'on a comme schéma de données, alors qu'aujourd'hui, on va au-delà de ça dans la couche intelligente, souvent via des assistants ou bien souvent via des agents qui vont comprendre l'intention de l'utilisateur et le contexte de sa demande. C'est ce qu'on a expliqué avant dans la slide où on parlait de la succession, de la réflexion lorsqu'on pose une question à de la data. Donc, si l'utilisateur demande les ventes de trimestres par région, l'optimiseur intelligent, il doit aller chercher l'information agrégée et récente, donc il doit le comprendre que c'était le trimestre récent, et il peut alors reformuler la demande initiale de l'utilisateur en une ou bien plusieurs requêtes techniques qui sont optimisées pour cette intention. J'espère que ça répond à votre question, Isabelle. Merci, Hamza. Je crois qu'on a eu d'autres questions de la part de Vincent. Comment commencer la transition vers cette BI Next Gen et c'est quoi les grandes étapes pour y arriver? Alors, je prends encore la réponse et merci Vincent pour la question. Alors, comme tout projet de transformation, on va souvent commencer par un audit pour bien comprendre les outils qui sont utilisés, les cas d'usage qui existent et également les différents pain points de la BI actuelle. Alors qu'on commence déjà à les savoir et on commence déjà à les constater, mais parfois il y a des spécificités par entreprise, il y a des spécificités par département qu'on doit bien comprendre. Avec ça, on sort avec une cartographie et également avec des insights clés qui vont nous permettre d'avancer et qui vont également nous permettre d'identifier les premiers cas d'usage à forte valeur.
Donc, il ne faut vraiment pas chercher à tout révolutionner d'un seul coup. Ce n'est pas des projets qu'on fait en Big Bang, c'est des projets qu'on fait petit à petit avec une méthodologie qui est bien maîtrisée. Et il faut également souvent identifier un ou deux domaines métiers ou un processus où une meilleure BI aurait avoir un impact qui est rapide. Parce qu'au final, lorsqu'on crée de la transformation, il faut bien la mesurer. Et pour bien mesurer, il faut savoir là où on va avant de franchir les premiers pas. Donc, dès qu'on fait cet audit-là et on sait quels sont les objectifs, quelles sont nos métriques de succès qu'on va mesurer vers la fin, on crée la stratégie, on définit la vision cible. Parfois, c'est une accélération de la prise de décision. Parfois, ça peut être la démocratisation de l'accès aux données fiables. Parfois, c'est l'amélioration de la collaboration. Parfois également, c'est la réduction de la charge et des coûts IC. Et également, on définit quelles sont les capacités de la BI Next-Gen qui sont prioritaires et qui permettent de répondre. Donc, on parle de services encadrés, on parle de la couche sémantique unifiée, on parle de la gouvernance automatisée, de l'ajout des assistants IA et des agents. Et c'est toujours conseillé également d'avoir un sponsorship exécutif qui permet d'étaler cette transformation au niveau de l'entreprise. Parce qu'au final, lorsqu'on crée une stratégie BI moderne, une stratégie BI Next-Gen, il faut commencer, comme on a dit, par quelques départements, par quelques entités. Là, on va voir l'impact, mais au final, ça va être une transformation de l'entreprise au sens large. J'espère que ça répond à votre question, Vincent. Merci, Hamza. Alors, juste avant de prendre l'autre question de Vincent, je suis passé sur cette slide-là sur lequel n'hésitez pas à scanner ce QR code pour venir télécharger notre livre blanc et nous faire un retour et nous dire ce que vous en pensez. Je vais prendre la question de Vincent. En termes de ROI pour ces projets de BI Next-Gen par rapport à ceux de la BI traditionnelle, est-ce que, Hamza, Julie, vous pouvez nous en dire plus? Et j'aimerais aussi rajouter un petit complément de question qu'on me pose souvent. Donc, j'en profite pour la poser moi-même sur ce webinaire. Ok, mais au bout de combien de temps je vais rentabiliser mon investissement? Parce que je vais faire une migration. Cette migration va me prendre un certain temps. Elle va me coûter un certain budget, forcément. Donc, au bout de combien de temps je peux espérer avoir un retour sur investissement? Donc, question qui est directement liée à la question de Vincent sur le ROI de ces projets BI Next-Gen. Alors, je vais déjà commencer par exposer les différents impacts qu'on peut avoir et également les différents ROI. Et je vais répondre implicitement à ta question, David, sur l'investissement parce que il ne faut pas parler que du ROI, il faut parler premièrement de l'investissement versus les ROI. Et souvent, on voit deux courbes où l'investissement, il va être important au début et puis il va diminuer parce qu'on gagne sur certains aspects opérationnels. Et puis, on voit le ROI qui est peu remarquable au début, mais qui va augmenter petit à petit jusqu'à ce qu'on voit que maintenant, c'est ROI qui est très important et investissement qui va devenir beaucoup plus faible. Et en termes d'impact, c'est principalement axé sur l'efficacité opérationnelle des équipes. Parfois, c'est l'IT, parfois, c'est au sens large de l'entreprise, avec des cas d'usage d'automatisation des reportings qui se faisaient manuellement. J'ai déjà vu des entreprises où chaque département, il fait ses propres reportings et avec des répétitions chaque semaine. On me dit, on arrive chaque lundi matin pour refaire le même travail qu'on faisait le lundi dernier pour faire une présentation mardi. Et ça nous prend énormément du temps. Et lorsqu'on a commencé à implémenter des premiers cas d'usage de nouvelles BI ou bien de BI modernes, l'écart, il était énorme. Donc, on me dit, au lieu de faire cette analyse avec une exportation de la donnée dans des fichiers, parfois Excel, leur transformation et également leur exposition aux différentes parties prenantes, maintenant, ça m'a pris 1 heure pour faire tout ce travail-là, au lieu d'une journée. Donc, parfois, l'écart, on peut rapidement le remarquer sur des travaux manuels qui se faisaient par des métiers, et maintenant qui deviennent beaucoup plus autonomes sur cette donnée-là.
On parle également du support à la conformité. Alors, la production des rapports qui sont réglementaires ou standards, parce qu'au lieu d'avoir plusieurs visions dans l'entreprise du même KPI, de la même analyse, avec une gouvernance au sein de l'entreprise, avec de l'analyse gouvernance comme ça a été décrit par Julie, maintenant on va avoir une vision qui est standard entre les différentes entités et également entre les différents collaborateurs. Et on va éviter le genre de questions où on me dit j'ai un chiffre d'affaires différent de ce qu'on voit chez l'autre département, alors qu'on mesure la même chose. On va également avoir des bénéfices métiers, notamment sur la visibilité basique qu'on avait dans le passé et maintenant qui est augmentée sur les différents KPI et également sur les différentes explorations de la donnée. Et on va passer à une prise de décision qui est beaucoup plus informée. Donc, au lieu d'avoir des insights basiques par manque de temps ou bien par manque d'insights dans la donnée, maintenant, on va être beaucoup plus informé et on va avoir de la donnée qui est beaucoup plus correcte et beaucoup plus fraîche qui nous permet de répondre à un ensemble de cas d'usage. Alors, on va passer de longs cycles de développement à des cycles de développement qui sont beaucoup plus courts. On va avoir une forte indépendance au niveau des entités métiers qui vont utiliser ces données-là. Et on va accélérer sur des cas d'usage métier en réduisant la charge et en réduisant le temps passé. Merci pour cette réponse. Ça veut dire que ça pourrait enfin répondre à des problématiques où dans des entreprises, le chiffre d'affaires d'un rapport à l'autre n'est pas le même. Ça pourrait enfin répondre à des problématiques où les utilisateurs, j'ai vu des services où ils passent 20 à 30% de leur temps à créer des dashboards et à créer des présentations issues de ces dashboards. Ça pourrait enfin répondre à des problématiques où on a des utilisateurs qui ne sont pas forcément experts techniques, experts de la data, qui peuvent aller explorer eux-mêmes leurs données pour essayer de mieux la comprendre, tout en étant une donnée sûre et sur laquelle on est confiant de la partager. Donc, ouais, la BI, elle est fortement dépoussiérée en 2025 par ces nouvelles technologies, par ces nouveaux frameworks de gouvernance. Moi, je trouve ça très excitant et j'espère qu'on en verra de plus en plus. Enfin, c'est sûr qu'on en verra de plus en plus. La question, c'est à quelle vitesse chaque entreprise va migrer vers ces nouveaux outils. En général, moi, je vois des retours sur investissement au bout d'un an déjà. On arrive à avoir des choses assez concrètes en retour sur investissement entre l'investissement de la migration et les gains opérationnels qu'on peut avoir. Et surtout, je n'en parlerai pas des noms de certaines entreprises qui pendant des années ont suivi des KPI qui étaient faux, ont suivi de la donnée qui était pas fiable. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne sera plus entendable. Et bienvenue à nos nouveaux collègues agents qui seront là pour nous aider dans notre quotidien. Et c'est une vraie transformation qui dépasse la BI, mais dont la BI est complètement impactée. Et je me permets d'ajouter un tout petit point, David. On parlait beaucoup de l'interne et des impacts internes de cette BI, mais également il faut considérer l'impact à l'externe, parce que il y a d'autres aspects qu'on ne pouvait pas faire avant, des projets qu'on ne pouvait pas déployer avant par manque de confiance sur la donnée, notamment la monétisation de la donnée et de l'insight sharing. Avant, il y a certaines entreprises qui ne pouvaient pas partager ces données-là avec leurs fournisseurs, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas la confiance totale dans les KPI qui sont partagés. Parfois, ils sont obligés de partir sur des extraits Excel, les contrôler et les analyser à plusieurs reprises pour enfin les partager avec leurs fournisseurs. Alors qu'aujourd'hui, avec une BI Next-Gen qui est bien maîtrisée, ils ont la confiance totale dans la donnée. Ils ont également des outils qui permettent de partager cette donnée-là avec des personnes externes en la monétisant et également en contrôlant l'accès à cette donnée-là de manière plus sophistiquée et plus flexible. Et au final, ils passent de partage des fichiers Excel qui sont limités à des plateformes qui sont déployées avec des cas d'usage qui sont très, très poussés pour l'analyse de la performance commerciale. Parfois, lorsqu'on parle d'un contexte retail, on parle également de l'analyse des stocks
dans les différents magasins d'une entité ou bien d'une entreprise. On parle également de l'analyse client. Et donc, on crée des plateformes qui sont assez modernes, qui sont assez évolutives et qui permettent de partager de la donnée avec des logiques également agentiques et de l'IA. Ouais, je rebondirais. On constate même que certaines entreprises, grâce à ça, monétisent leurs données. Et donc, du coup, cette donnée qui avant était considérée comme un centre de coût, et ben en fait, aujourd'hui, c'est une vraie source de revenus, quasiment à marge de 100%. Là, il y a vraiment pas de doute à avoir. Et donc, c'est un vrai changement de paradigme. Merci Julie, merci Hamza. Je vois pas d'autres questions qui sont en train d'arriver. Donc, je vous invite à télécharger ce livre blanc. N'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour rentrer dans le concret. Si vous avez des sujets de migration, si vous avez des questions sur les technologies qui permettent de le faire, il y en a pas mal qui émergent sur le marché. Donc, ravi d'en discuter avec vous. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne Bonne journée.